quelques pensées pour nous guider un peu dans notre méditation. Parfois, il est bon juste de bien prendre le temps de mettre son corps au diapason avec l'expérience du silence et de la paix. De prendre le temps de bien respirer et d'apprécier toute la puissance du souffle de la vie. De respirer profondément. Et d'imaginer comme un courant de lumière, d'énergie qui traverse tout le corps. Et en prenant le temps de bien respirer et d'apprécier toute la grandeur du corps humain, de la vie humaine. Je me dis que souvent c'est important de prendre le temps d'apprécier la vie, de juste s'arrêter quelques instants, de se dire combien c'est fabuleux d'être sur la planète Terre, dans un corps humain, dans une immense histoire, l'histoire de l'humanité. Et qu'on est en plein cœur de cette grande histoire. Qu'on est tous des acteurs dans cette grande pièce de théâtre. Que chacun joue son rôle. Qu'on est tous de passage. Et des fois on nous dit que l'âme, que l'être vivant est venu sur terre les mains vides et qu'il repartira les mains vides. Que rien ne nous appartient véritablement. Alors j'accepte ce moment de détachement, d'observation, pendant lequel je fais juste apprécier le fait d'être en vie, de ressentir la beauté de la vie, en même temps la simplicité de la vie. Et prendre le temps d'être en silence. C'est se redonner un peu de force. Réaligner mon énergie intérieure. Et après avoir pris le temps de bien détendre le corps, je vois l'importance de détendre aussi l'esprit, de diriger mon esprit, diriger mes pensées. De voir combien chaque pensée a sa propre énergie. Une pensée de colère ou une pensée de paix. C'est comme une nourriture très différente pour l'âme. Et quand je prends le temps d'être en silence,
c'est le moment de générer des pensées puissantes, des pensées positives, des pensées qui me font du bien. Des pensées qui me valorisent. Et je me rends compte que les pensées peuvent même ralentir. Que je peux penser lentement, paisiblement. Je peux me dire qu'en ce moment, dans l'instant présent que je vis actuellement, tout est bien, que je n'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. Et je laisse mes pensées être des pensées de paix. Et je dis à mon esprit de rester tranquille, paisible. Je dirige mon esprit pour générer des pensées de paix, pour affirmer la paix, pour faire l'expérience de la paix. Et ultimement pour être paisible. De voir combien un esprit libre, sans aucune inquiétude, sans aucune préoccupation, combien un esprit libre peut être un esprit paisible. Comme si je m'abandonnais au temps. La seule pensée de me dire que tout est exactement comme ce doit être. Que je suis exactement là où je dois être. Que toute ma vie a été une succession d'événements qui m'ont amené exactement là où je dois être. Et qu'en me permettant d'être bien avec moi-même, je me donne simplement les meilleures chances au monde. Pour que tout ce qui va se passer ensuite sera ce qu'il y a de meilleur. Alors je savoure cet instant dans lequel je me dis que je suis bien avec moi-même, que je suis bien en silence, et que j'ai réussi à créer cette énergie de paix, de non-violence, cette énergie bénéfique pour moi mais aussi pour les autres. Que mon regard est paisible, mon sourire est un sourire de paix. Et quand je serai en interaction avec les autres,
Cette vibration de paix sera toujours là.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue. Content de vous retrouver. Alors, à moins que je me trompe, que je sois vraiment pas physionomiste, à plein de visages que je reconnais pas ce soir. Je sais pas si vous me reconnaissez, mais moi je vous reconnais pas. Mais sommes-nous Alors, en tout cas, je souhaite la bienvenue à tout le monde, qu'on se connaisse ou pas. Je m'appelle Eric. Et donc tous les mercredis, on s'amuse un petit peu à méditer, mais surtout à réfléchir sur des thèmes différents pour provoquer un peu nos pensées. Et j'annonce toujours qu'on détient aucune grande vérité, on détient des petites vérités, mais quand on pense différemment, on sent les choses différemment. Ultimement, on peut voir les choses différemment, vivre différemment, puis éventuellement être différent aussi. Le thème aujourd'hui touche la question de la transformation de soi, donc de changer ses habitudes. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont aucune habitude, qui aimeraient changer, puis qui ne veulent surtout pas changer? Est-ce qu'il y en a qui veulent surtout rien toucher, puis rien changer? Ça risque d'être dangereux, là. Si vous restez 1 heure ici, vous risquez de changer des choses après. Donc, je vous mets en garde. Est-ce qu'il y en a qui se trouvent parfait, que tout est beau, il n'y a rien à changer, rien à améliorer? Ok. Moi, je suis pareil. Hein, j'ai pas mal. La liste est longue, d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé de changer quelque chose en eux et qui n'ont pas réussi? Et qui essayent encore, d'ailleurs? Non. Hein? On travaille dessus? Transformer le soi, est-ce qu'il y a de plus dur au monde? Transformer les autres, c'est plus facile ou c'est peut-être encore plus dur, non? Mais et là, on va bien parler de se transformer ses habitudes, alors que souvent, on aimerait tellement transformer celles des autres. Mais malheureusement, on peut essayer de changer les autres. Pas facile. Je vais le proposer, enfin, j'ai présenté des idées dans le contexte un petit peu de ce qu'on appelle la philosophie du Raja Yoga, la méditation. Est-ce qu'il y en a qui viennent pour la première fois au centre ce soir? Ou, OK. C'est bien ce que je me disais. On va dire visage nouveau, d'accord. Alors, pour que ce soit pas la dernière, je vais essayer d'être gentil puis de dire des choses sympathiques. On aime ça, vous revoir après. La notion est la suivante aussi, c'est qu'il y a un lien entre la méditation, qui est quand même le but fondamental d'essayer de donner à chacun des outils pour mieux méditer. Et donc, il y a un lien entre la méditation et une forme plus philosophique de réflexion. Puis, des fois, les gens pourraient dire, pourquoi est-ce qu'il faut réfléchir à tout ça? Peux-tu juste me donner un truc pour méditer, puis c'est tout ce que je veux? Je dirais oui, il y a beaucoup de lieux qui vont enseigner ça, qui vont donner des trucs de méditation. Mais la méditation du Raja Yoga est une méditation dans laquelle elle se veut justement beaucoup plus... elle cherche à aller beaucoup plus loin que juste un petit état d'être agréable, passager. Je pourrais vous proposer des petits lampions, vous regardez le lampion, vous respirez par le nez, vous mettez les doigts comme ça, je vous fais guili-guili dans les cheveux, puis c'est pas mal, c'est beau, puis on fait un petit massage d'épaule, puis là c'est « Ah, cool, c'était bien ». C'est formidable, puis il y a des salons de massage, by the way, qui existent, et des spas qui sont formidables pour ça. Et j'y vais, et j'apprécie beaucoup. Mais ça reste que c'est temporaire. Ça soulage. Là où on veut avoir un effet peut-être plus durable, c'est exactement ce qui sera en lien avec la discussion de ce soir. Et la méditation du Raja Yoga est une méditation dans laquelle on réapprend à penser. On réapprend à comprendre d'où viennent ces pensées. Qu'est-ce que je peux faire avec ces pensées? Et on va vouloir trouver des façons de penser de sorte à ce que, 1, ça me fasse du bien, 2, j'ai un éveil de ma conscience, que j'ai une conscience qui devient tout à coup un peu plus aiguisée, et que cette conscience devienne suffisamment forte pour que quand vient le temps d'agir, je sens que j'ai la force d'agir autrement que ce que ma pulsion me poussera à faire, ou que ce que ma réaction me poussera à faire, et que j'ai tout à coup ce que certains vont appeler une sagesse, un contrôle de soi, une maîtrise de soi, qui fait que tout à coup j'arrive à mieux gérer comment j'agis, comment je réagis. Et pas pour le fait de simplement dire « Ah, j'ai bien réagi », non. Sachant que cette action, cette attitude, ce comportement va ensuite générer en moi un respect de soi, une appréciation de ce que je suis,
une estime de soi, qui va générer encore des pensées, puis encore une attitude, une conscience des actions, puis ça va être un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux. Donc, c'est un peu dans ça qu'on s'embarque. Ça vous va? Ceux qui viennent pour la première fois jusqu'à maintenant, pensez peut-être revenir, c'est bon? Je suis un peu vendeur d'autobus, vous allez voir. Donc, tout ça dans le contexte que ce but est un petit peu d'améliorer la méditation, mais c'est lié avec une provocation au niveau des pensées. Pour vous donner une idée, ce soir, on a fait, pour certains d'entre vous, quelques minutes de méditation. Le spectre de ce qui est possible de ressentir juste dans les dernières minutes, ça va du niveau le plus primaire de la méditation, qui est un niveau dans lequel on sent généralement qu'il y a une inclinaison du cou et un certain bruit respiratoire qu'on appelle le ronflement. Et on parle, par exemple, de s'endormir en méditation. Ça, c'est le niveau de base. Ça, tout le monde est capable de faire ça. Puis c'est normal quand ça se passe. Et on a tous, et moi-même, j'ai déjà eu des très bons moments de sommeil. On appelle ça des fois la méditation horizontale, qui est simplement ce qu'on appelle aussi le sommeil en termes plus concrets. Et en méditation, le niveau, bon, ça c'est un niveau assez débutant. L'autre niveau débutant, c'est d'être assis sur une chaise en train de se demander, mais quand est-ce que ça va finir? Puis qu'est-ce qu'il raconte? Puis pourquoi c'est comme ça? Puis pourquoi les murs sont jaunes? Puis qu'est-ce que ça veut dire? Puis il y en a qui méditent comme ça pendant une demi-heure. Puis c'est très correct, c'est assez habituel. C'est aussi le niveau de base. Il y a le niveau après où on se dit, bon, ok, je vais essayer, je suis paisible. Non, je suis pas très paisible, j'ai mal au dos. En fait, les chaises sont pas confortables. Puis on peut aller comme ça, toute la palette nous amène d'un niveau assez primaire, de méditation assez compliqué, foncièrement assez désagréable, où il y a toutes sortes de trucs qui se passent dans la tête, puis foncièrement, vous n'êtes pas dans un état de bien-être total. Puis si on va à l'autre extrême, puis il y aura beaucoup entre deux, mais l'autre extrême, c'est une expérience dans laquelle vous êtes assis sur une chaise. Après quelques minutes, vous avez même plus conscience de la chaise, du corps, de ce qui se passe. Et vous êtes dans un état tout à coup, moi je le décrirais comme une énergie, une boule d'énergie extrêmement puissante. Vous avez l'impression que de votre front, vos yeux sort une espèce de puissance d'énergie qui est tellement belle, tellement... tu sais, on parle de plaisir, de bonheur. Est-ce qu'on connaît la félicité? C'est un terme qu'on n'utilise presque plus parce que ça veut tellement rien dire. Mais c'est là qu'on est dans la méditation, dans un état de bien-être tellement conscient, tellement enivrant, que vous dites « Wow! Écoute, vraiment, attache ta ceinture de sécurité parce que tu es dans un état vraiment second, honnêtement. Il n'y aura aucune consommation de substances illégales, même après le 1er juillet 2018. Là, il n'y a pas besoin de consommer quoi que ce soit. C'est purement un état d'esprit, des pensées qui se sont tout à coup emballées vers un état de bien-être profond. Et à la limite, on plaisante souvent, puis on dit... c'est ça, la mauvaise méditation, c'est un peu comme ça. La super méditation, c'est... Quand ça se termine, tu le vois dans les yeux, là, ça pétille, puis la personne dit « Wow! » C'est vraiment, il y a un « wow ». Il y a vraiment un « wow ». Et ce moment-là, quand on y goûte une fois ou deux, en général, on se dit « Ok, c'est ça que je veux ». Et cet état de béatitude, de félicité, de bonheur, d'amour tellement profond. Moi, je vous jure, j'ai eu des expériences en méditation où des fois, j'ai cru que mon cœur allait exploser. Où je me disais, sincèrement, combien on peut aimer plus que ça? Ça va péter. Là. Il ne peut plus aimer plus. Tu sais, quand on dit des fois l'amour est douloureux. Tu aimes quelqu'un tellement là, que ça fait mal. Tu as déjà senti ça? Tellement que tu aimes quelqu'un, là, ça fait presque mal. Mais imagine ça par 1000. Tu n'aimes pas une personne, tu aimes le monde, tu aimes la vie, tu t'aimes toi-même, tu aimes la nature, tu aimes le moment présent, tellement que tu dis, aïe, aïe, c'est gros, là, ça fait vraiment grossir le cœur, la cage thoracique, la tête, les yeux, tout. J'étais là, pété ou non, ou ça va? Les gens qui viennent pour la première fois, vous allez revenir, non, ça va?
Mais on peut aller jusque-là. Vraiment, le top du top, là, c'est assez fabuleux. Et moi, c'est ce que je veux vous vendre. C'est ça l'autobus que je vous vends. Ça existe, ce moment-là. Moi, je l'ai presque atteint tout à l'heure. Je parlais. Et honnêtement, j'étais juste comme ça, de me dire, waouh, c'est génial. Puis je sais que je me concentre pour parler un petit peu, mais honnêtement, si j'avais pas à parler, j'avais juste un sourire sur les lèvres et c'est un peu comme une flottaison. Moi, j'aime beaucoup la notion de la description d'être en suspension. T'es comme en suspension. Puis t'es là, c'est vraiment ça, la béatitude, le bien. Et ça, de façon plus concrète, c'est d'être dans l'expression du plein potentiel de l'être. Et la question qu'on aime poser aux gens quand on commence la méditation, et que moi je me suis posée honnêtement, et c'était ça ma motivation première quand j'ai commencé la méditation, c'est que je savais que ce que je vivais sur Terre, là, il manquait quelque chose. Je me disais, il manque quelque chose. C'est pas vrai qu'il y a que ça. Et je savais, quand je lisais, je ne sais même pas si c'est vraiment de lui, mais on l'attribue à Einstein. D'autres l'ont dit qu'on n'utilise que 10% de nos capacités. Certains disent même pas 10%. Ceux qui ont vu le film Lucy, je pense, c'était drôle. Elle, 100%, elle vire en ordinateur. Je suis pas sûr, ça me tente de faire ça dans le film, là, mais c'est un film dans lequel ils décrivent avec un scientifique, soi-disant, qui décrit qu'est-ce que tu deviens quand tu utilises ton plein potentiel. Et moi, je croyais beaucoup en ça. Je me disais, c'est pas vrai qu'on ne peut pas vivre autre chose sur Terre de mieux. Tu sais, l'être humain doit être noble, il doit être bon, il doit faire des belles choses. Et ça, la méditation m'amène dans l'expérience de l'expression du plein potentiel de l'âme, de l'esprit, de la conscience, du cœur. Arriver à aimer les gens qu'on a détestés dans notre vie, c'est un accomplissement fabuleux. Que l'individu change ou pas, c'est pas entre mes mains. Mais que moi, je puisse générer une expression d'amour, de pardon, de bonheur, de bons souhaits pour tout le monde, je suis le premier à en bénéficier. Je suis le premier à arrêter de souffrir pour des pensées que j'aurais eues. D'avoir un sentiment de liberté dans ma tête, de ne pas être victime de ce que je pense. C'est pas une petite chose. Et je pourrais décrire ça pendant très longtemps encore. Et donc, le spectre de la méditation, c'est ça. Et c'est sûr que si on reste trop longtemps dans les premiers niveaux, on se décourage. Puis on se dit, bon, finalement, ça marche pas, c'est pas bon pour moi. Et là où on veut essayer d'encourager les gens, c'est de dire, non, il faut faire un petit travail, il faut faire des exercices, il faut travailler pour que la conscience, c'est de ça dont on va parler beaucoup ce soir, que la conscience capte quelque chose de différent, afin que la conscience puisse dire « Wow, ok, ça là, je vais le faire. » On donne toujours l'expérience. Moi, j'aime beaucoup le sport, évidemment. J'aime bien deviner quel. Bon, j'aime bien le tennis. Et dans le tennis, c'est fabuleux quand tu arrives à te surpasser. Moi, je me souviens d'un jour où mon professeur, j'avais pas vraiment de revers. Tu sais, au tennis, il y a un revers. Moi, c'était plutôt un acte de danse acrobatique. Qui faisait en sorte que parfois la balle, miraculeusement, avec un coup de gauche, arrivait de l'autre bout du filet, à l'autre bord du filet, mais c'était assez exceptionnel. Et donc, j'appelais pas ça vraiment un revers. Et le prof, étant très bon prof, a vu la gravité de la chose, et il a dit, là, il faut que tu apprennes du début. Et il m'a tout tourné la raquette dans la main, il m'a fait changer. Puis à un moment donné, je fais ça, puis la balle part parfaitement. Je dis, wow! Je dis, c'est moi qui ai fait ça? Puis c'est la sensation de faire quelque chose comme ça qu'on n'a jamais fait je n'ose pas dire, mais 40 ans et plus, là. Tu te dis, wow, le potentiel a toujours été là. J'aurais pu l'apprendre à 5 ans puis devenir numéro 1 mondial. Enfin, peut-être pas. Mais à 40 ans, tu apprends un truc, puis d'un coup, tu fais un geste, puis tu te dis, wow, le feeling qui vient avec, mais tu te dis, mais le potentiel a toujours été là. C'est juste, je me suis donné les moyens. J'ai payé un prof. J'ai le courage. J'ai travaillé. Puis aujourd'hui, je dis pas du tout qu'il est très beau mon revers. Il est toujours un peu acrobatique. Mais je m'amuse. Puis des fois, quand je fais des revers forts, puis que tu arrives à placer ta balle, à mettre de l'effet, alors qu'il y a un an, j'étais incapable de faire ça, ben ça donne, pour quelqu'un qui aime le tennis, bien sûr, c'est une très grande satisfaction. Ben en méditation, être capable de changer ses pensées,
d'attendre quand quelque chose se produit, puis que tu es là, non, il me l'a dit, attends, avant de frapper la balle, attends. Puis t'attends. Puis là, tu crées une autre pensée. Puis tu dis autre chose. Puis tu t'entends dire ça, puis tu dis, wow, good boy, good boy. Est-ce que ça y est, j'ai vendu mon autobus? Hein? C'est bon. Hein? C'est un peu vers ça qu'on veut aller. Et quand on parle de vouloir transformer certaines habitudes, c'est un énorme sujet. On va appeler ça des habitudes. En fait, il y a 3 termes que j'aime beaucoup. Il y a, au départ, une attitude. Il va y avoir ensuite une habitude. Et ça va se terminer par une aptitude. Et les 3 sont reliés. Et on va vouloir, évidemment, travailler les 3. Parce que l'habitude vient de l'attitude. Et ultimement, ce qu'on veut produire, c'est une aptitude. Capacité. Quand je parle de plein potentiel, c'est une capacité. Avoir l'aptitude d'être justement différent, de dire quelque chose que j'aurais peut-être pas dit autrement, d'agir différemment, ça devient une aptitude. Alors les 3 sont liés. Mais la source de tout ça, quand on veut changer nos habitudes, c'est pas facile. Il y a plein de types d'habitudes, et là, on n'aura pas le temps ce soir, mais on peut très bien comprendre qu'il y a des habitudes qui sont compulsives. Des habitudes qui sont addictives, qui sont d'ordre d'accoutumance, qui sont très, très, très compliquées à éliminer. Comprenez de ce dont on parle. Il y a des habitudes qu'on appelle, nous, des habitudes comportementales. Innocentes, c'est pas grave. Il y en a, on rigole et dit, il perd toujours ses trucs. Il perd tout. Les jeunes, on va dire, ça, il perd tout. C'est pas un crime, c'est pas de l'ordre criminel, c'est juste t'as encore perdu ton iPhone, t'en achètes un autre. Des choses qui sont moins dommageables à perdre que d'autres. Mais moi, quand je vois des paires de chaussettes qui traînent, je me dis toujours, qui perd ces chaussettes? Moi, je sais pas, j'ai jamais compris comment tu fais pour perdre des souliers, des chaussettes. Ça, je trouve que moi, je m'en rendrais compte. Je sais pas, il me semble que... Juste une, des fois, tu dis, voyons, il a perdu sa chaussette. Mais enfin, ça, c'est un détail. On explique ça dans les cours avancés, comment perdre ses chaussettes. Hein, même. Donc, il y a des attitudes, ou des habitudes comportementales. C'est juste une façon d'être, c'est des habitudes. Des habitudes alimentaires. Très difficiles à changer, des fois. C'est des habitudes. Ceux qui sont habitués à boire leur café à telle heure le matin avec 2 crèmes, 2 sucres, allez-y, un beau matin, vous amusez à dire, tiens, ton café, c'est du thé vert ce matin. Vas-y, mon coco. Ouch! C'est brutal comme changement, ça marche pas du tout. Non. Faites juste enlever une crème au lieu de 2. C'est pas mon café du matin. Des habitudes alimentaires. Il y a des habitudes émotives. On appelle ça, c'est des habitudes dépendantes aussi, mais des habitudes émotives. Certains ont besoin d'un nombre de compliments par semaine. Si on leur fait pas tant de compliments par semaine, ils sont en réaction, là. On m'aime pas. Ah oui, tu m'aimes-tu? Tu sais, il fallait la dose de compliments. J'exagère ou non? Ça existe. Tous des profils de personnalité. Des habitudes émotives, c'est juste comme ça. Toutes sortes de comportements, plus ou moins concrets, physiques, dans le détail, jusqu'à psychologiques. Et c'est là où on aime beaucoup cette expression des attitudes comportementales, une attitude comportementale. Donc le lien entre l'inconscient, à quelque part, et ma façon d'agir. Et dans la théorie du Raja Yoga, ce qui est vraiment, moi ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai appris le cours de Raja Yoga, c'est le lien entre la pensée, l'émotion, l'intellect qui est un outil de réflexion, de compréhension, de sagesse, d'intelligence, et ma capacité à agir. Donc, quand mon intellect me dit « Ok, tiens, je vais m'acheter une voiture », c'est pas une petite chose. Là. Je me retrouve chez un concessionnaire, puis je paye des milliers de dollars, je signe un chèque. Mais il faut qu'il y ait quelque chose en moi qui ait pris la décision basée sur une information, sur des concrets, pas juste une impulsion. Tu sais, aujourd'hui, ça me tente, chérie, je vais m'acheter une voiture. Je pense qu'il y en a qui sont comme ça, mais ils sont très riches. Non? Il y a juste une émotion, poup, pas d'intellect entre les deux. D'habitude, pour une voiture, l'intellect va être très sollicité, puis décide, OK, je prends telle voiture, puis j'achète, puis ça coûte tant. Puis après, la voiture devient mon identité. Moi, j'ai toujours, quand j'ai acheté ma voiture neuve, je sortais plus de la voiture de la même façon.
Tu sais, quand d'une vieille Camry toute cabossée, rouillée, tu sors discrètement. Tu te fais pas remarquer. Tu sais, c'est à toi la voiture? Non, non, pas du tout. Ta belle voiture neuve, là, qui brille, la belle marque, voiture de luxe. Quand tu sors, là, c'est un moment important de la journée. C'est une cérémonie, c'est un rituel qu'il faut respecter. Tu fais d'abord attention à prendre soin qu'il y ait des gens qui te regardent. Ça, c'est important. Tu attends qu'il y ait un public. Tu ouvres la porte élégamment. Et là, tu sors avec cette royauté du riche qui a sa belle voiture. Puis là, vling, il y a une voiture qui passe, puis tu as de la boue plein la gueule. Au fait. L'action amène beaucoup de réactions. Tout geste qu'on va porter, qu'on va faire, va avoir des réactions importantes. Certains vont être identitaires. Je parle de voiture, c'est la même chose pour les vêtements, pour tout ce qu'on fait devient une question d'identité. Les coupes de cheveux, hein, on est nos cheveux, on est nos dents, on est nos nez, on est tout. C'est tout lié, tout ça. Et donc, nos attitudes comportementales, notre comportement est notre identité. Notre personnalité est vraiment la partie qui nous décrit le plus. Et si on veut toucher à ça, on va se rendre compte que c'est excessivement difficile. Les habitudes s'éliminent très difficilement. Les mauvaises, les bonnes, on veut pas les éliminer. Acquérir une nouvelle habitude, c'est pas toujours facile. Et l'image qui me vient pour la notion de changer une habitude, vous allez voir, c'est assez intéressant, c'est si on prend l'idée d'un médecin ou des gens qui vont essayer de guérir ou de réparer le corps physique. Si vous regardez la nuance entre un médecin, un chirurgien, un chiro, un physio, un ostéo, un naturopathe et un guérisseur vaudou. Bien, vous avez le choix, hein? Ça dépend du problème, mais chacun a une méthode différente. Et moi, je me souviendrai toujours d'un ostéopathe que je trouvais assez particulier, et je sais que pour plusieurs, vous êtes familier avec ça, mais quand tu arrives chez quelqu'un et tu dis, moi, j'ai vraiment mal au cou, puis j'avais eu un accident, puis j'ai vraiment... je peux lui donner le nom des vertèbres, je dis vraiment, j'ai vraiment mal là. Il dit, OK, bouge pas. Là. Puis là, il met ses mains, ça. Puis pendant 1 heure, il m'a massé les pieds. Puis là, je me disais, je pense qu'il m'a pas compris. Je n'osais pas trop, mais je disais, souvent je disais, ouais, mais tu sais, c'est le cou. Hein. Oui, oui. Puis il me masse les pieds. Je dis, OK, je suis pas sûr que je vais revenir chez lui parce qu'il comprend pas. Le cou, c'est là, les pieds, c'est là. Puis évidemment, je plaisante un peu, mais je savais qu'ils ont tous des techniques un peu weird des fois. Mais là, il me dit, non, il me dit, tout est là, là. C'est ça qui crée ça. Ouais, je suis sûr, c'est sûr. c'est comme tu dis, ouais, j'ai besoin de changer de voiture, puis on te vend des cacahuètes, tu dis, c'est lié, il y a un lien. Je suis pas sûr, j'ai compris. Et là, je me disais, qu'en sortant, je sentais complètement le corps réaligné. C'est quand je me suis mis debout, OK, je viens de comprendre. Il a changé quelque chose qui est en fait tout l'axe du corps, parce qu'il dit, ça part là, puis après ça se termine là. Et évidemment, d'autres m'auraient fait peut-être un ajustement ici. Lui, il m'a fait un ajustement là. Alors, l'idée, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que quand on va changer des habitudes, on peut très bien dire, OK, mettons que tu as une habitude de toujours exagérer. Moi, c'est pas du tout mon cas. Mettons que tu as une habitude d'exagérer un peu quand tu racontes des histoires, puis tu exagères toujours, plus 20%, mettons, minimum 20%. Combien de gens il y avait hier soir? 50 à peu près. Bon, tu diminues de 20%. On a certains, ceux qui sont français, ça, c'est ce qu'on accuse des Marseillais, apparemment. Je sais pas pourquoi, on dit toujours les Marseillais, toujours pêcher des très gros poissons, puis ils exagèrent tout. Pas c'est vrai, mais l'exagération, mettons, c'est une habitude. Et un jour, tu décides, je vais arrêter de mentir. J'arrête d'exagérer. Moi, je vous dis, ça, c'était mon expérience. Un jour, je me suis dit, j'arrête. Je vais juste dire la vérité quand elle est même un peu ennuyeuse, plate. Combien de personnes sont venues à ta conférence? 2. OK, ça prend un peu d'humilité, mettons. Tous ceux qui se viennent pour la première fois, si vous ne revenez plus, là, je vais mal me sentir. Ça va. Et donc, je me disais, je me rendais compte que c'est un peu inoffensif d'exagérer, mais je me rendais compte que je le faisais vraiment beaucoup. Puis j'avais du mal à changer ça.
C'est tellement tentant d'être un peu showman puis d'exagérer. Oui, c'est ça. Pierre m'a reconnu, oui, c'est bon. Il y a un grand sourire. J'essaye, Pierre, je fais des gros efforts là-dessus. Mais juste un petit truc comme ça, de le changer, c'est pas évident. Et là où le Raja Yoga est intéressant, c'est que souvent on va dire, c'est pas ça le problème. Tu peux essayer de contrôler une attitude ou de contrôler un comportement. Des fois, il faut le faire. C'est bien, il faut le faire. Nous, on va avoir plutôt la philosophie de dire, ça c'est lié à autre chose. C'est autre chose qu'on va essayer on va essayer d'aller toucher un autre point, puis tu verras. Tu as plein d'autres choses qui vont changer. Et dans l'approche du Raja Yoga, nous, en fait, le point qu'on va essayer de toucher, c'est véritablement ce qu'on appelle l'âme. Donc, c'est l'être vivant, c'est l'essence de la vie. Et on va essayer d'aller toucher une partie de soi qui est en fait le gardien des valeurs, le gardien de la compréhension, le gardien de la lucidité, de la conscience. Et la formule qu'on va utiliser, par exemple, c'est que il n'y a pas de transformation possible sans, et là j'utilise l'anglicisme volontairement, sans réalisation. En anglais, on dit transformation through realization. C'est la réalisation, en français, c'est plutôt une prise de conscience. C'est la prise de conscience qui permet une véritable transformation. Le changement vient pas du fait qu'on force le changement. Si on s'impose à être différent de ce qu'on a vraiment envie d'être naturellement, ça s'appelle vraiment un changement par la force. Ça se peut. Il y a des thérapies qui vont le faire. Il y a des exercices qui permettent de le faire, mais c'est pas facile. C'est un peu y aller par la force. Tu as un grand pied, puis tu prends une petite chaussure chinoise, puis tu dis, je vais rentrer là-dedans. C'est sûr, je vais rentrer là-dedans. Ben, allez-y, ça fait mal. Ça fait très mal. Puis des fois, on essaye d'être comme ça. Puis on essaye d'être comme ça avec les autres. On se parle entre couples, puis on dit, là, on va s'entendre. Hein? À partir de maintenant, tu fais plus ça. OK, chérie. Good luck. Ça tient quoi, 2 semaines, 3 semaines? Puis comme on dit, les vieilles habitudes, on reprenne le dessus, puis c'est dur, puis on a beau s'aimer beaucoup, mais changer par un mot pour l'autre, c'est pas facile. On essaye. Hein? Tu dis à ton mari, tu vas dire toujours oui. Ça peut être une bonne approche. C'est pas facile. On peut l'imposer. Puis des fois, ça devient des thérapies que tu réalises provisoirement que si tu changes pas ça, ben ça va te coûter peut-être un couple, peut-être ça. Que si tu fais ça, ben voilà la conséquence. Oh, là, ça devient une motivation autre. Moi, j'ai eu un pied pesant en voiture pendant longtemps, mais c'était made in France, qu'est-ce que tu veux. Moi, j'ai conduit en France, quand je conduisais en France, à 140, tu te faisais klaxonner, et pousse-toi, puis tu avais le bolide à 200 km/h qui passait. C'était comme ça. À l'époque, on conduisait comme ça. Les autoroutes en France, c'était 150 ou 130 la limite. Donc, on disait 150, c'est correct. Donc, 160, 170, c'était un petit peu, là. Tu te rends compte? Alors, moi, quand j'ai aménagé au Canada, puis je voyais ça, je dis de quoi ils parlent, ils sont fous ici. Non. Ça, c'est pour faire de l'argent. Ça, c'est pas correct. C'est pour faire de l'argent. Puis en plus, il n'y a personne. Moi, j'étais dans l'Ouest canadien. Une route, là, droite. Tu croises une voiture et 2 cactus à peu près aux 4 heures. 100 km/h, je dis, ils sont malades. Alors, je faisais du 160. Puis quand ils m'arrêtaient, je dis aux policiers, mais ouais, mais il n'y a personne. Puis après, je rageais en me disant, ils veulent juste faire de l'argent sur moi, je ralentirai pas. J'ai vraiment été comme ça. Hein, tu sais. Je commençais dans la méditation. J'avais pas compris le changement. Et puis, quelques milliers de dollars plus tard, je pense que là, j'ai compris que, OK, ça me tente pas. J'ai vraiment envie de conduire vite. Mais là, j'ai plus de sous. Alors là, il va falloir que... Là, tu te dis à un moment donné, non, les policiers sont meilleurs que moi. Surtout aux États-Unis, là, j'ai arrêté de jouer avec eux, là, parce que je pensais toujours plus fin, tu sais, de venir chez Will Smith. Non. À un moment donné, là, ils gagnent tout le temps. Ça, pour moi, ça a été une transformation par la force. Juste pour pas payer. Un jour, j'étais dans un quartier résidentiel. Je conduisais, honnêtement, correctement, mais bon, correctement. Je n'étais pas fou. Je conduisais correctement.
Puis la scène, mais alors classique, petit garçon qui passe devant la voiture, courant après son ballon. Heureusement, j'avais des bons freins, je me suis arrêté. Et là, j'avais le cœur là. Là, j'avais le cœur là. Puis là, je me suis dit, Eric, t'aurais conduit comme avant, là? Tu ne l'aurais peut-être pas arrêté à temps le véhicule. Et là, ce jour-là, là, c'était une autre prise de conscience. Et là, ma conscience, c'était, là, tu parles de la vie de quelqu'un. Puis je les ai vus, les vidéos avant, tu sais, conduire vite, c'est dangereux. Tout ça, je l'avais vu. Alors là, je venais de prendre conscience. Et là, je l'avais touché de près que la vie de ce petit garçon-là, on a joué avec le feu en tapant. Puis je vous jure, hein, je dépassais pas la vitesse. C'était juste qu'il saute devant la voiture avec son ballon. Et je vous jure, depuis ce jour-là, ok, ceux qui me connaissent savent que des fois, mais c'est mes semelles, qu'est-ce que vous voulez, les souliers neufs, des fois, c'est très traître. Mais je fais très attention. Honnêtement, je fais vraiment très, très attention. Et ça m'a vraiment changé ma conscience. C'est sûr, des fois, je fais des excès, mais j'ai surtout les quartiers résidentiels, je fais attention. Mais ça, c'est une prise de conscience qui a fait que tout de suite après, là, il n'y a plus d'effort à faire. Parce que le point qu'on a touché, c'était autre chose. Puis de la conséquence, c'est ça. Puis il y en a plein des comme ça. Moi, je dis toujours, c'était drôle, je l'ai souvent partagé, mais moi, je fumais beaucoup quand j'étais jeune. J'ai essayé d'arrêter de fumer par tous les moyens. Ici à Montréal, quand je suis arrivé à Montréal, je me souviens très bien avoir été dans un centre de désintoxication. J'avais 21 ans. C'est triste, à 21 ans, essayer d'arrêter de fumer. Mais j'étais sportif, je jouais au tennis à l'époque, puis tu craches tes poumons sur le terrain, puis ça pue d'allure. Puis j'avais beau tout essayer, alors j'étais dans un centre, je me souviens, écoute, c'était vraiment ça, on nous montrait des vidéos de poumons, de fumeurs, d'effets de fumeurs sur les souris, en fait, c'est des vidéos, des films d'horreur. Tu sais, c'était l'Halloween à tous les soirs. Puis je me souviens très bien, après les films d'horreur, tu avais le speech, le sermon du médecin. Puis en sortant, tu avais de l'eau et des petits biscuits à l'avoine qui goûtaient absolument rien du tout. Pour te dire, la vie saine, c'est bien, il faut que tu vis une vie saine, de l'eau, des trucs sains, etc. Donc j'ai essayé, non, moi ça n'a pas vraiment marché. Je refumais encore, j'ai essayé les patchs, le chewing-gum, tout essayé. Puis un jour, je suis dans le Saint-Laurent, puis je l'ai raconté souvent, je vois une baleine. Puis la baleine sort de l'eau, puis elle me regarde dans les yeux. Elle avait qu'un œil, là, mais elle s'est tournée avec un œil. Moi, j'en avais deux. Puis vraiment, je vous jure, hein, elle m'a regardé. J'ai eu un moment hallucinant, je l'ai décrit souvent dans les conférences, puis j'ai vu toutes sortes de choses, puis je ne vous raconte pas les détails, mais vraiment, j'étais, poum, la baleine, elle m'a vraiment eu. Puis c'est comme si il y avait eu vraiment un contact, puis elle retourne dans l'eau, etc. Puis je suis avec des amis qui sont là, puis j'ai jamais touché une cigarette depuis. Puis j'ai fait aucun effort, j'ai même oublié de fumer. J'ai vu la baleine, elle est partie. Puis après, mes cigarettes, je les donné à quelqu'un. Arrêtez, non, même pas penser à arrêter de fumer. J'ai réessayé, by the way, la baleine pour autre chose. J'ai dit, maintenant, baleine, ça t'ennuie pas. Jamais autre chose que la cigarette, ça n'a pas marché. C'était juste circonstanciel. La baleine m'a fait prendre conscience, parce qu'après l'avoir vu cette baleine, tout ce que j'avais envie, c'était de me dire, j'ai envie d'être pur. Je veux vivre pur. Cette beauté que je viens de voir, là, la beauté de la nature, ça, là, c'est ça que je veux être. C'est comme la cigarette, c'est comme, non, ça, c'est plus compatible du tout. Aucun effort pour arrêter de fumer. Donc, c'est juste pour montrer que la cause et les faits sont assez particuliers. Alors, on peut bien vouloir changer un comportement, ou changer celui d'un autre, puis dire à l'autre, il faudrait que j'arrête tel comportement. Mais en fait, il est lié à quoi? Et dans la conscience d'âme, donc le développement de notre méditation, ce qu'on va chercher à faire en méditation, plus loin que ce que je disais tout à l'heure, comme le petit fixe de bien se sentir, puis avoir un bon sentiment, on veut que nos pensées, non seulement soient des pensées positives, des pensées bienveillantes, des pensées agréables, pas juste pour le fait de bien penser, mais pour le fait de se dire, ces pensées-là, il faut qu'elles arrivent à déboucher mon intellect. Et mon intellect, en fait, il est bouché à quelque part. Il y a une conscience qui ne marche pas. Il y a une prise de conscience qui n'est pas là. Il y a une perception d'une vérité qui n'est pas là. La valorisation de la vie, elle n'est peut-être pas là en ce moment.
la valorisation de ma vie n'est peut-être pas là en ce moment. Je pourrais vous parler d'autres expériences, comme plusieurs. Une fois, j'avais fait lever la main, puis plusieurs avaient des expériences de frôler la mort. Ceux qui ont frôlé la mort, t'es pas la même personne après, là. Moi, j'ai vraiment failli mourir. Le médecin me disait, dans le plongeon, là, j'ai plongé, puis il m'a dit, tu aurais plongé un axe 1 degré à gauche ou 1 degré à droite, tu étais soit paraplégique, soit mort. Puis là, tu te dis, wow, OK. Tu vis plus de la même façon après. Quand tu as frôlé la mort, tu n'as vraiment plus la même conscience par rapport à beaucoup de choses. Ça change complètement. Et bon, on suggère que ça, c'est pas la bonne méthode, by the way. ne pas essayer les méthodes difficiles. Puis la baleine, ça marche pas pour tout le monde. J'ai plein de gens qui ont vu des baleines, puis ils fument beaucoup encore aujourd'hui, puis ça n'a rien changé. C'est juste personnel. Mais ce qui a été touché, c'est une conscience. Tu sais, quand on voit la beauté de la vie, parfois, puis qu'on se dit ça, là, c'est tellement grand. Ben, tu veux, les grands-mamans, ceux qui ont vu les bébés, enfin même les mamans aussi, remarquez, mais les grands-mamans, des fois, sont après avoir été mère, tu vis des fois la grand-mère différemment parce que tu as plus de temps, tu as du vécu. C'est comme si tu valorisais 10 fois plus certaines choses qu'on prend pour acquis. Si je n'ai pas été maman, hein, moi, non, j'ai pas été maman. Donc, les grands-mères, souvent, ils ont cette expérience de voir les petits bébés naissants comme... C'était vraiment un émerveillement devant la vie, je pense. Ceux qui sont grand-mères peuvent me corriger. Et après, tu es un peu différent. Tu sais, quand moi, je vois les grands-parents, je parle vraiment parce que j'en ai en ce moment des collègues de travail. Il vient à Montréal pour voir il a eu des petits-enfants jumeaux. Et on lui dit toujours, t'as ton look grand-papa. Tu sais, quand il revient d'avoir vu ses jumeaux, c'est comme s'il sortait d'un spa avec... il est tout cool, puis il a vu ses jumeaux. Il est tout... Ça dure 2-3 heures à peu près. Puis après 2 bonnes réunions au travail. Oh boy, là, ça, on revient comme avant. Mais c'est quoi? C'est juste une conscience. Tu sais, il a été syntonisé sur l'amour, sur la vie, sur le bonheur, sur la simplicité. Il a syntonisé là-dessus pendant quelques instants. Puis après, tout prend le bord. Les problèmes, le stress du travail. Puis ça tient 2 heures. Donc, selon la petite prise de conscience, ben, l'effet dure 1 heure, 2 heures ou une vie entière. Alors la méditation, ce que ça fait, c'est que ça nous dit, si on pense d'une certaine façon, puis qu'on débouche quelque chose dans l'intellect, puis qu'on fait une prise de conscience suffisamment grande par rapport à soi-même, par rapport à ma vie, par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je suis, ben, peut-être que ces prises de conscience vont faire que tout à coup, mon comportement change. Et moi, je vous dirais honnêtement, mon expérience, c'est que quand j'ai commencé, il y a longtemps, dans le Raja Yoga, un de mes gros problèmes, mes attitudes comportementales très, très négatives, j'avais beaucoup de jugement sur les gens, beaucoup d'intolérance. Moi, quelqu'un là, qui, d'abord, ne savait pas bien parler, ça y est, on met ça de côté. S'il ne savait pas s'habiller, ben, tu lui parles même pas. Tu sais, des fois, je regardais, je dis, bon, oublie ça. Là, je faisais une projection sur l'habillement mental. Je me disais, s'il est comme ça physiquement, imagine à l'intérieur. Nationalité, éducation. Moi, c'était vraiment, je vous jure, hein, je ne le cache pas. Là, j'avais des jugements, des a priori, du racisme. Puis c'était assez fort, vraiment, honnêtement, j'étais anti-religieux au point où, je vous jure, des gens qui affirmaient leur foi, pour moi, c'était comme d'affirmer une tare, d'affirmer... moi, j'ai cassé des relations le moment où j'ai su que la personne était croyante. Je me disais, oh, tu crois en Dieu, toi? Ok, bye-bye. Puis vraiment, les religieux sont des tarés. Pour moi, c'était clair. La religion, c'était... ça paraît un peu draconien, mais j'étais assez... très intolérant. Mon père a tort, mes profs ont tort, le premier ministre a tort, tout le monde a tort. Puis jusqu'au jour où on m'a dit, puis toi, Eric, tout va bien, toi, t'es correct, hein? Ben oui. C'est comme, je me suis pas posé la question, ouais, tout le monde a tort, ben non, c'est moi qui ai raison. Ok, ouais. Pas de problème avec ça, tu vis bien avec ça, hein? Oui, très bien. Et l'intolérance était assez marquée, quand même, j'admets. Et bon, les professeurs de Raja Yoga ont été très très patients avec moi. Ils ont toléré beaucoup, beaucoup. Et honnêtement, c'est des années plus tard que des gens me disaient toi, hein, t'es vraiment tolérant. Hein? Moi, je disais, ah ouais? Ah ouais, je suis pas sûr. OK.
pourtant on m'a dit souvent l'inverse, je ne me suis pas rendu compte du changement. Très honnêtement, je vous jure, je savais que j'avais quand même un petit problème d'intolérance, mais c'était comme, OK, c'était pas ça mon vrai problème. D'autres problèmes que je voulais changer, d'autres habitudes, ça c'était plus compliqué à changer. Puis petit à petit, sans essayer de changer mon intolérance, je suis devenu, je pense, beaucoup plus tolérant en tout cas que je l'étais avant. Il y a sûrement beaucoup de chemin à faire encore, mais un énorme travail a été fait. Et ça, c'était vraiment l'effet des prises de conscience sur l'acceptation des autres, la différence, d'aimer, de découvrir comment on peut aimer des gens qu'on n'aime pas nécessairement. J'en ai souvent parlé de personnes à qui j'étais confronté au travail, que vraiment poussait à tous les boutons que je pouvais avoir. Mais j'allais au centre de méditation, puis on me disait, non, 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 je suis la paix, je suis l'amour, j'aime tout le monde. Puis là, tu es sous hypnose, puis okay, j'aime tout le monde, tout le monde. Le lendemain matin, tu regardes ton collègue, tu dis, hein? Puis un beau jour, tu te rends compte que finalement, il est pas si pire, puis que finalement, tu te lis d'amitié, puis un jour, tu l'aimes, puis tu dis, wow, comment on a fait ça? Et moi, j'ai travaillé avec des gens difficiles, on pensait que j'étais une espèce de zen à toute épreuve, donc on me mettait souvent des collègues indésirables en me disant, oui, il va tenir le coup, il est zen, tu sais. Puis j'en ai eu des difficiles, puis ça s'est souvent transformé en amitié fabuleuse. Et je pense que sans essayer d'être tolérant, ben c'est prise de conscience, de trouver du beau chez des gens que vraiment j'aurais pas aimé normalement. Ben, petit à petit a peut-être fait qu'un jour, des gens venaient, puis au lieu d'avoir un jugement, tout à coup, le jugement ne s'exerçait pas. Puis ça a donné ça, quoi. Alors, changer soi-même, oui, des fois on peut forcer le changement, mais des fois c'est plus de se dire, est-ce que je nourris en moi ce gardien des valeurs? Est-ce que cette partie de l'âme qui est la vie, qui est l'identité, qui est l'être, qui est le bébé qui regarde quelque chose puis qui s'émerveille, est-ce que ça, en moi, je le nourris? Est-ce que je lui donne de la place? Et notre théorie du Raja Yoga est très simple, c'est que on dit souvent que les yeux sont une fenêtre sur l'âme, mais l'âme, est-ce qu'elle a, elle, une fenêtre sur le monde, sur la conscience, sur la vérité, sur la vie? Mais cette fenêtre, peut-être qu'il faut l'ouvrir. C'est ce qu'on appelle la conscience. Cette conscience, elle ne demande qu'à s'ouvrir. Et pour s'ouvrir, il faut la nettoyer. Puis la nettoyer, c'est très simple. C'est lui donner des pensées propres, des pensées qui ont une valeur. Le corps, si on fume, on boit, on se drague, on fait tout, on mange des cailloux, du tapis, puis des plantes, puis tu manges ça, ton corps, il va à un moment donné dire ça va pas très bien, là, tu vas être à l'hôpital, puis ça marche pas. Tu sais, il va répondre, le corps. Oui, tu peux faire une désintoxication, mais à un moment donné, quand tu commences à bien nourrir le corps, ben, il va se réajuster. Le corps a une capacité hallucinante de s'améliorer, de se remettre un peu en place. Et nous, on dit la conscience, c'est pareil. Si je bombarde ma conscience constamment avec « Hey, je déteste ça. Hey, j'aime pas ça. Hey, qu'il fait pas beau, ça m'énerve. Hey, que ma voiture est nana. Hey, que celui-là, il est tannant. Hey, que je suis en retard. Hey, que j'ai pas... » Faites le compte de combien de pensées vous avez de choses que vous n'aimez pas. C'est hallucinant. Puis est-ce qu'on est obligé de le penser? Est-ce qu'on est obligé de créer toutes ces pensées? Bon, on n'est peut-être pas obligé. Et l'exemple que j'aime bien donner, parce que je le pratique moi-même très souvent, c'est quand j'avais cette pensée souvent de me dire « Ah, je suis fatigué, ah, je suis fatigué ». Tu te dis « Ah, ben oui, qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est normal, je suis fatigué. » Tu me dis « Je suis fatigué ». Jusqu'au jour où on m'a fait prendre conscience que plus je pense que je suis fatigué, ben plus j'augmente ma fatigue. Et donc, si tu es fatigué, ben c'est dommage, tu es fatigué, ok. Mais si tu veux ne pas être plus fatigué, il ne faut surtout pas se dire sans arrêt 50 fois dans la journée que je suis fatigué, que je suis fatigué. Comment ça va? Ah, je suis fatigué aujourd'hui. Ok, c'est vrai que je suis fatigué. Mais l'effet de la pensée va multiplier la fatigue. Et moi, la pensée qui m'était venue un jour, que j'adore et que j'utilise encore, c'est quand je suis vraiment fatigué, puis ça m'arrive souvent d'être fatigué, là je me dis, oh, qu'est-ce que je vais bien dormir ce soir?
Puis j'adore cette pensée. Je trouve que c'est une pensée hyper positive qui fait que je suis pas plus fatigué, mais que j'ai vraiment hâte d'aller me coucher. Et que quand je vais me coucher le soir, et que j'apprécie. Et c'est tout positif. Et en ayant cette pensée, je vous jure, je pratique aujourd'hui même. Je fais ces pensées-là pour me dire, hey, je vais être bien ce soir. Puis là, j'entrevois, j'ai une relation avec mon lit qui est magnifique. Quand je l'approche, c'est un tabernacle. C'est un lieu sacré, là. Quand t'as toute la journée dit, hey, que je vais bien dormir ce soir, t'arrives devant ton lit, tu ouvres ton lit, là, comme si c'était vraiment une pétale de lotus, tu sais, dans laquelle, là, tu vas transcender la matière, puis tu vas te désintégrer avec l'univers. Écoute, c'est magnifique. Vraiment, beaucoup plus agréable que d'arriver puis de plonger. Mon Dieu, je suis fatigué, j'en peux plus, la vie, le machin, puis tu t'écroules inconscient dans un lit. C'est moins élégant, moins gracieux comme acte acrobatique. Alors pour moi, la notion de jouer avec ses pensées, c'est quelqu'un qui est haïssable. Tu peux dire, hey, qui est haïssable? Ou tu peux dire, hey, j'aime ça le défi qui est en train de me lancer. Là, ma tolérance, tu vois, ça va être tellement mieux après ça, là. Je vais être tellement plus tolérant. Tant mieux qu'il soit haïssable, c'est bon parce que ça me permet de vraiment travailler. J'exagère un peu. Ça, c'est le masochisme spirituel. Mais toutes les pensées peuvent se transformer. Je suis pas obligé de penser à ce à quoi je pense. Ou pas de la façon à laquelle je pense. On peut haïr quelqu'un, ça va rien améliorer. Ça va empirer la relation, ça va m'empoisonner, ça va me donner de la souffrance, puis ça ferme ma conscience. Puis ça fait que j'aurai de moins en moins la capacité d'avoir la bonne pensée qui fait que même si la relation est négative, j'arrive à avoir la force de trouver une pensée qui fait que je ne subis pas la souffrance et la difficulté de la relation. La relation peut être terrible. Mais si je suis un yogi, si j'ai une capacité à créer une conscience élevée, dans une situation difficile, je trouve une pensée, au moins qui fait que je ne suis pas victime de la situation. Puis on peut aller loin là-dedans, dans la psychologie, puis on blague un petit peu, mais c'est sérieux le truc. Et pour moi, le travail de méditation, c'est ce travail-là. C'est d'aller chercher des pensées qui viennent déboucher ma conscience, puis qui font qu'à la fin de la méditation, je fais « Waouh, ça c'était vraiment génial ». Puis qu'après, on n'a qu'une envie, c'est de vivre ça. Pas d'être flyé puis plané tout le temps, puis quelqu'un te regarde. Non, ça s'appelle un illuminé, puis c'est un peu dangereux quand on vous dit ça. Non, il y a une béatitude, il y a un bonheur, puis après on le vit concrètement au quotidien, mais il y a quand même, il y a une étincelle qui s'est faite, il y a une joie qui est là, qui dit, ok, ça vaut la peine. Puis j'ai envie de vivre ça. Je veux pas, moi tout à l'heure je me disais, peu importe combien des fois la vie est difficile, puis on est surchargé de trucs à faire, on est sollicité de partout. Je me dis, je m'en fous de tout ça, c'est pas important. Le plus important pour moi, c'est de trouver ces moments dans lesquels je suis en suspension, de dire, regarde, là, je l'ai. Puis je reste comme ça. Puis qu'est-ce que je vais bien dormir ce soir. Ok, je pourrais continuer comme ça pendant encore très longtemps, mais je veux respecter le fait que vous aussi, vous allez bien dormir ce soir, puis vous avez hâte d'aller rejoindre votre tabernacle sacré du sommeil. Alors, à moins qu'il y ait des commentaires ou questions qui vous brûlent l'esprit. Tu as déjà mentionné que quand on est face, admettons, comme tu disais tantôt, tu travailles avec quelqu'un qui a de la difficulté, tout simplement, tu te fais couper par quelqu'un en auto, puis tu sais, les réactions. Tu as déjà parlé de... moi, ça m'avait frappé, puis je fais ça beaucoup. Trouver la qualité. Trouver la qualité chez l'autre. Alors, la personne qui est à côté de toi, puis que ton scénaire, tu n'es plus capable, plutôt que de l'endurer, les dents serrées, tu l'écoutes parler, puis tu essaies de trouver quelque chose, tu regardes la personne avec une autre perception. Et tu trouves une qualité. Et du moment que tu as trouvé quelque chose, c'est plus la même relation. Tu l'entends plus de la même façon, tu le vois plus de la même façon. Et souvent, comme tu disais tantôt, il peut y avoir même des liens d'amitié qui se forment. Mais je parle de la personne maintenant qui te coupe en auto, et que on sait tous qu'à un moment donné, tout le monde a fait ça, réagir, partir après ou quoi que ce soit. Et puis, faire pire,
Et puis, moi, dans ce temps-là, je le regarde, je dis, wow, il doit être vraiment malheureux, il est pressé. Imagine la tension nerveuse qu'il doit subir. Imagine comment est-ce qu'il doit être mal. Alors, je me dis, pauvre lui. Alors, tu vois, c'est la perception qui fait... C'est une autre façon de penser, en fait. Une autre façon de penser, ce qui fait que toi, tu restes détendu dans tout ça, puis tu n'embarques pas dans le manège. C'est ça que tu avais déjà mentionné, d'ailleurs, d'avoir une autre approche et de voir une autre facette. Je pense que c'était lié aussi à la notion de... On dit que l'attitude, elle est liée à la façon dont on voit les choses. Puis après, dans la façon dont on se comporte. Et de voir en l'autre une qualité, de voir une situation, puis de la revoir différemment, ça permet des fois de changer son attitude. Ça fonctionne. Ouais. Non, le Raja Yoga fonctionne. Ceux qui viennent pour la première fois, ça fonctionne. OK, on peut terminer avec un petit moment de méditation à nouveau. Alors, je vais vous proposer quelques pensées. Puis pour ceux qui sont moins familiers avec cette méditation, nous, on invite les gens à garder les yeux ouverts pendant la méditation. C'est une méditation un peu différente. Je sais que c'est très difficile, les gens ont du mal, ils ont envie de les fermer. On vous prévient, si vous les fermez, vous risquez d'aller dans le premier niveau dont je parlais au début. Le cou s'incline, puis des bruits étranges commencent à être créés. Mais les garder ouverts, ça, d'abord, permet une plus grande attention. Des fois, c'est en fait semi-ouvert. C'est juste comme ça, un peu comme dans la Lune. Mais ça permet d'être en contact avec l'environnement. Ce qui fait que quand la méditation s'arrête, c'est pas qu'on ouvre les yeux et on dit « Oh, bon, OK, retour dans le réel ». C'est plus comme t'es pas vraiment parti, t'es juste en réalignement des pensées. Puis quand la méditation se termine, les yeux sont ouverts, puis on essaye de garder cette expérience le plus longtemps possible. Donc les yeux ouverts sont juste pour se dire, la méditation, c'est juste être vraiment conscient de nos pensées, de notre expérience intérieure, de notre corps aussi. C'est pour ça que je commence toujours la méditation avec le souffle, la respiration. Il faut que le corps médite aussi en même temps. Si je médite puis que le corps dort, ou que le corps est tendu, ou que le corps est pas aligné, il y aura du mal. Donc c'est bon de bien respirer au départ, détendre, mettez votre corps de façon à ce qu'il n'y ait pas de tension physique. Les pieds, il n'y a pas de posture recommandée, vraiment. Ceux qui ont très mal au dos, même des fois on leur dit prenez un matelas puis on peut s'allonger. Vraiment, c'est pas la posture qui a. Être droit, c'est mieux qu'être avachi, c'est sûr. On dit quand on est un peu plus droit, c'est que ça donne un signal au corps que je dors pas, parce que le corps lui il est habitué. Dès qu'il n'y a plus de bruit, on n'est plus trop sollicité, en général c'est cue, dodo. Tu sais. Alors là, il faut que tu le mets droit puis tu te dis bon, non, c'est attentif. Méditation, c'est vraiment une concentration. Et je propose des pensées, mais l'idée c'est pour éviter que l'esprit aille dans toutes les directions. Et vous êtes invité soit à écouter ce que je dis, vous pouvez m'ignorer, ça me dérange pas, je le prends pas personnel, ou ajouter des pensées entre les paroles que vous entendez. Si je dis tiens, je sens de la paix intérieure, vous pouvez ajouter, je sais pas, ouais, j'en ai vraiment besoin, ça me fait du bien, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Vous pouvez avoir votre commentaire à vous aussi. Puis ultimement, c'est sûr que la méditation, un jour, il n'y a plus de commentaires, puis c'est juste la personne qui doit créer toutes les pensées elle-même. Donc on commence par bien respirer, ressentir juste le plaisir d'être détendu physiquement. Prendre le plaisir de laisser toutes les tensions du corps disparaître. Parfois c'est juste les tensions des muscles du visage qu'on a oublié de détendre. De ressentir combien ça fait du bien de ne plus avoir aucune tension physique. Comme si notre conscience pouvait se promener dans le corps et détendre toutes les parties du corps. Le dos, la nuque. Et quand le corps est bien détendu, l'esprit redevient libre. Je peux concentrer mes pensées, diriger mes pensées, choisir mes pensées.
que l'esprit est un peu comme un écran. Parfois, je peux aussi ajouter une image, une visualisation. Je peux imaginer par exemple que je marche sur un chemin, un sentier dans la forêt. Je peux imaginer les rayons de soleil qui percent à travers les arbres, des feuilles qui deviennent comme des miroirs. Le soleil brille. Je peux ressentir toute la douceur et la grandeur de la forêt. Qu'est-ce que je choisis, un sentier étroit ou un sentier très large? J'imagine que je prends un sentier beaucoup plus large que j'aurais normalement choisi. J'imagine plutôt comme un sentier ouvert, vaste, qui me donne le sentiment de ne pas être prisonnier de la forêt, mais au contraire, entièrement libre dans la forêt. Je peux même visualiser l'effet du vent sur les feuilles. Je peux faire apparaître des fleurs, toutes les bordures du sentier. Je peux voir les arbres. Et je me dis que ce sentier, c'est un peu comme le tracé de ma vie. Que le monde qui m'entoure est comme une immense forêt. Je peux en avoir peur. Je peux limiter ma vision. Je peux imaginer toutes sortes de choses. Je peux décider que je deviens le maître de mon sentier, que je trace le chemin. Et quand je décide d'être le maître de ma vie, c'est là que je trace le chemin de ma vie, une pensée à la fois. Et j'apprécie le fait que je puisse changer la perception que j'ai de la vie, de la forêt. Je peux décider que tout ce qui se présente à moi dans la forêt vient pour m'accompagner. Parfois pour me tester, mais que je suis capable d'aller toujours de l'avant, que je suis le maître de mon sentier. Et un peu comme dans une forêt, il y aurait toujours un petit animal qui vient, une fleur qui apparaît, un rayon de lumière qui vient m'encourager à continuer. Dans ma vie aussi, j'ai toujours des moments qui sont là pour me faire un clin d'œil, pour me convaincre de continuer à avancer, de ne pas avoir peur. Et je ne laisse pas mon sentier se rétrécir. Je continue à l'élargir. Je veux que ma vie soit libre, grande, sans peur. Et je sens en moi cette capacité
à générer des sentiments nobles, bons. À générer la bonne pensée, quelle que soit la situation. Je me dis qu'au bon moment, je saurai quoi penser. Que ma conscience pourra s'ouvrir et percevoir quelque chose de plus grand. Alors j'ai confiance en moi. Et cette confiance m'apporte de la force. Et j'avance sur le sentier de ma vie. Alors, j'espère que vous allez bien. Personne ne s'est perdu dans la forêt, ça va? Souvent on fait ça au début de la soirée, on a une petite période d'annonce. Alors, il y a un atelier d'inspérience, pas d'expérience, mais d'inspérience, qui s'appelle un cœur libre. Et c'est une activité réservée aux femmes. Samedi 24 mars, de 14h à 16h30. Je pense que la date était mal indiquée dans le dépliant, mais la bonne date, c'est le 24 mars. Alors voilà. Bonne soirée, plaisir de se revoir. Et puis, peut-être que la prochaine fois, ce sera le printemps. Bonne soirée, Om Shanti.